Nous sommes à Longwy, dans le département de la Côte d'Or. Cette ville paisible est située à proximité de l'aéroport de Bourgogne, ainsi que de nombreux vignobles mondialement réputés. Longwy est une commune en périphérie immédiate de Dijon, qui a aux environs de 9000 habitants, qui est aussi un endroit de verdure où les Dijonnais se promènent au bord de l'Ouche, qui est la rivière qui traverse cette commune. C'est une petite commune, donc il y a des querelles, des histoires de quartier, mais dans l'ensemble c'est calme, dans l'ensemble c'est tranquille. Mais le 7 juin 2013, la ville va connaître le fait divers le plus retentissant de son histoire. Il est 12h20 lorsque Police Secours reçoit un appel d'une femme que nous appellerons Marie. Complètement paniquée, elle explique qu'elle vient de se faire agresser sur les bords du canal. Immédiatement, une patrouille est dépêchée sur place afin de lui venir en aide et de recueillir son témoignage. Alors le 7 juin 2013, donc je pars avec mon vélo pour manger chez ma belle-mère, comme tous les vendredis. Il y a un homme qui sort des buissons sur ma droite. Je le vois lever un grand bout de bois, donc je lève les bras pour me protéger et je tombe, bien sûr. Sans défense, Marie subit une pluie de coups, notamment au niveau des bras et de la tête. La femme de 45 ans est sonnée, mais reste consciente. Je sens que le bâton casse, donc je me relève et je pars en courant. Je m'aperçois aussi en croisant qu'il tient quelque chose contre son corps et je vois le canon d'un fusil. Quand j'ai vu le fusil, j'ai cru que j'allais mourir. Ouais. Là, j'ai pensé à mes filles. J'ai dit non, c'est pas possible. En plein effort désespéré pour tenter d'échapper à son agresseur, Marie entend une déflagration. Par chance, elle n'est touchée que légèrement au niveau du bras gauche. Tandis qu'elle est prise en charge par une équipe du SAMU, les policiers sont alertés par message radio qu'une deuxième agression vient d'avoir lieu. Juste après, 10 minutes après, ce sont les policiers municipaux de Longwy qui appellent Police Secours parce qu'il vient d'y avoir un drame au centre technique municipal. Mais alors, que se passe-t-il à Longwy, une ville pourtant si calme? Les deux agressions sont-elles liées? Un tireur fou est-il en train de semer la panique dans la commune bourguignonne? Quelques minutes seulement après avoir été alerté, l'unité de police arrive dans les locaux des services techniques de Longwy. Face à eux, ils découvrent des plateaux repas renversés, mais surtout un homme au sol, gisant dans une mare de sang. Alors que la victime présente une importante plaie à la tête ainsi qu'au bras gauche, les policiers comprennent aussitôt qu'il est trop tard pour la sauver. C'est une scène d'effroi, de consternation, où le personnel municipal des ateliers techniques de Longwy se retrouve sur une scène de crime, et dont ils ont été d'ailleurs les témoins. Tous les employés parlent d'une même voix. C'est Jean-Louis, un de leurs collègues, qui est l'auteur des coups de feu. Il n'a laissé aucune chance à Romuald, la victime, âgée de 36 ans. Pourtant, cette matinée ressemblait à beaucoup d'autres. Jean-Louis rentre dans le local technique, dit bonjour à ses collègues qui sont dans une salle de repos, principalement, c'est le moment de la pause méridienne, et se dirige dans la salle où se repose et est en train de somnoler Romuald. À ses côtés, 5 agents municipaux prennent leur déjeuner. Jean-Louis fait son entrée, le regard noir et le pas déterminé. Il arrive, il est armé, les gens le voient débarquer un peu hagard, ils ne comprennent pas bien ce qui se passe. Il arme son fusil, sa carabine, il tire une première fois. À ce moment-là, Romuald est réveillé à la fois par le coup et la blessure. Et il voit Jean-Louis devant lui,
qui réarme une deuxième fois la carabine. Il lui dit non, non, arrête. L'autre tire une deuxième fois, et là, Romuald s'effondre, il est mort. Les autres employés s'enfuient et contactent sans plus attendre les services de police. Jean-Louis, quant à lui, toujours armé de son fusil, quitte le bâtiment. Il fait beau ce jour-là, on est au mois de juin, donc il fait beau. Il y a des gens qui sont dehors, personne ne comprend rien à ce qui se passe. Et lui va s'asseoir sur un banc, va déposer son arme, et puis il va attendre. Effectivement, lorsque les policiers se rendent dans le parc du centre technique, Jean-Louis est toujours là. Il se laisse interpeller sans opposer de résistance. Les enquêteurs récupèrent la carabine laissée sur le banc et retrouvent dans ses poches 5 cartouches de 22 longs rifles. L'homme de 50 ans est placé en garde à vue et entendu. Dès ses premières auditions, il explique. Il a tué un homme et il revendique son acte. Contre toute attente, Jean-Louis reconnaît également l'agression au bord du canal, plus tôt dans la matinée. Alors, pourquoi a-t-il tiré sur Marie et Romuald? Les deux victimes se connaissaient-elles? Que va révéler le tireur aux gendarmes? Ce 7 juin 2013, en début d'après-midi, la nouvelle de la double fusillade se répand comme une traînée de poudre dans la ville. Mais ce sont les policiers de Longwy qui ont la lourde tâche de prévenir Jean-Noël, le frère de Romuald. Sur le coup, l'homme ne réalise pas tout de suite la gravité de la situation. J'ai pas compris. J'ai pensé que c'était un accident. Je me suis dit, il s'est blessé avec un outil, machin. Et c'est après qu'on m'a dit, votre frère est décédé. C'est là que j'ai compris que c'était grave, quoi. Originaire de l'agglomération dijonnaise, Romuald est le troisième d'une fratrie de 5 enfants. Décrit comme sportif et jovial, il était en charge de l'entretien des espaces verts de Longwy depuis 7 ans. Romuald est en concubinage avec une jeune femme. Il a un enfant d'une précédente union dont il s'occupe en garde alternée classiquement. Et c'est un garçon sans histoire qui n'aurait jamais dû terminer comme ça sa vie d'une balle de fusil en pleine tête. Romuald, c'est quelqu'un de calme, il est serviable. Dès qu'on a besoin de lui, un coup de main, machin, Romuald répond toujours présent. C'est quelqu'un que jamais il ose dire non, machin. C'est quelqu'un de parfait, quoi. Apprécié de tous, Romuald menait une vie tranquille et bien rangée. Tous les mercredis après le travail, le trentenaire s'entraînait au football avec son équipe amateur. Il a la passion du foot qu'il partage avec son fils, qui l'emmène régulièrement voir des matchs de l'équipe locale. C'est quelqu'un de très attachant qui fait l'unanimité sur sa personne. Au commissariat, les enquêteurs essaient de comprendre les raisons qui ont poussé Jean-Louis à abattre aussi froidement son collègue Romuald. Mais au premier abord, rien ne semble pouvoir expliquer un tel geste. Alors, Romuald et Jean-Louis n'ont pas tout à fait les mêmes fonctions, donc ils ne sont pas ensemble. Ils ne se fréquentent pas plus que ça. Ils se croisent au centre technique, aux pauses déjeuner, mais c'est tout. Romuald n'a pas eu la même chance que Marie. Véritable rescapée, cette femme de 45 ans a échappé de peu à la mort. Afin d'établir d'éventuelles corrélations entre les trois protagonistes de cette affaire, les policiers bourguignons établissent également son profil. Marie, c'est une quadragénaire qui travaille comme blanchisseuse et qui élève seule ses deux filles qui ont une vingtaine d'années, qui sont des jumelles. Elle les élève seule parce que son mari s'est suicidé en février 2012. Depuis le décès de son conjoint, cette mère courage essaie de se reconstruire et d'avancer comme elle le peut.
C'est quelqu'un qui est apprécié dans son entourage professionnel. Elle était soutenue par ses collègues. Elle a eu également un soutien de ses 2 filles. Contrairement à Romuald, Marie connaît très bien son agresseur. Suite au décès de mon mari, il est venu me soutenir. Donc lui aussi était effondré, parce que c'était son meilleur collègue de travail. Ils s'entendaient bien. Et au bout de quelques temps, on a eu une liaison. Au début, on a voulu cacher, parce que c'était un peu trop tôt à notre goût. Mais alors, le coup de folie de Jean-Louis a-t-il un lien avec sa relation avec Marie? Pourquoi avoir abattu son collègue Romuald qu'il ne fréquentait pas? Que vont découvrir les policiers de Longwy? À Longwy, afin de lever le voile sur le mobile de Jean-Louis, les policiers se concentrent sur sa personnalité. Cet homme discret de 50 ans n'a jamais posé de problème. Surnommé Petit Louis, il travaille pour la mairie de sa ville depuis 14 ans. En dehors, il n'a que très peu d'occupation. Jean-Louis est quelqu'un de très solitaire, qui n'a pas d'amis, qui n'a pas non plus de relations féminines dans sa vie, et qui, je pense, ne sait pas bien aborder les femmes, etc., et a une relation un peu compliquée aux autres. Ces fêlures sont le fruit de nombreux traumatismes d'enfance. Les policiers découvrent ainsi que Jean-Louis a perdu ses grands-parents et son frère dans d'atroces conditions et qu'il a également été victime d'attouchements. En grandissant, l'homme n'est pas parvenu à se débarrasser de ses démons. En fait, Jean-Louis, il a des tigres qui sont tatoués sur sa peau et on a l'impression que ces tigres, ce sont les gardiens d'un intérieur assez perturbé. Il est très jaloux, Jean-Louis, très 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 jaloux. Jean-Louis était quelqu'un qui était parfois violent, qui pouvait alterner effectivement des phases de jalousie très importantes et de moments plus calmes. Des accès de violence qui ont d'ailleurs eu raison de sa relation de 17 ans avec la mère de sa fille. Après sa séparation, Jean-Louis a reproduit le même schéma avec Marie. Alors au départ, il a été très attentionné et au fil du temps, ça s'est dégradé, mais assez rapidement, puisqu'il était jaloux de Romuald. Il a été pénible en me posant des questions. On passait des soirées entières à parler de Romuald. Jean-Louis est obsédé par Romuald et s'imagine une relation adultérine avec Marie depuis qu'il a surpris, en mai 2012, une conversation entre ses collègues de travail. Il a pris des paroles qui ont été échangées par les uns par les autres, qui ne concernaient pas du tout Marie, mais il a pris pour se rapportant à Marie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il se fait un film. Mais les autres discutaient, plaisantaient, racontaient des bêtises, leurs exploits parfois, mais ça n'avait rien à voir avec Marie. Et lui, il l'a transposé sur Marie. Depuis cet instant, Jean-Louis n'a qu'une idée en tête, collecter des preuves et confondre les deux amants. Pour arriver à ses fins, l'homme est prêt à absolument tout. Il se mettait avec son véhicule en haut de la rue où habitait Marie pour surveiller les faits et gestes. Il passait devant. Il surveillait également les faits et gestes de ses 2 filles. C'était des SMS, c'était des coups de fil en permanence, c'était du harcèlement. Par tous les moyens, Marie essaie de renverser la situation. Je suis toujours dans l'optique de lui faire comprendre que je ne l'ai pas trompé. Donc je me dis que s'il me suit comme ça, à force, il va finir par comprendre que j'ai personne dans ma vie.
va bien finir par le voir. Jean-Louis ne veut rien entendre et s'enfonce dans une spirale de violence et d'intimidation. Et un matin, j'ai trouvé mes 4 pneus crevés, plus les 2 vélos qui étaient sous le hangar. Et puis, comme il y avait un peu neigé, il y avait des traces de pas autour de ma voiture. J'ai vite compris d'où ça venait, qui c'était. Puisque le soir, j'avais eu beaucoup de messages méchants. J'ai fait le rapprochement ce jour-là. Donc pour moi, ça a été terminé cette fois. C'était fini. Malgré cette rupture avec sa compagne, Jean-Louis continue de semer la terreur. Il va payer une sorte de un petit voyou. Il lui donne 300 € pour aller brûler les voitures de Romuald et de la compagne de Romuald. Les voitures sont brûlées et Romuald dit à son ami « S'il m'arrive quelque chose, tu sauras où chercher ». Alors, ce drame aurait-il pu être évité? Sa rupture avec Marie a-t-elle fait perdre pied à Jean-Louis? Le meurtrier avait-il planifié son geste macabre? Au commissariat de Dijon, les policiers sont de plus en plus persuadés que Jean-Louis a minutieusement préparé sa fusillade. L'audition de l'ex-femme du quinquagénaire va d'ailleurs finir de les convaincre. Elle raconte que le jour du drame, 2 heures avant de tirer sur Marie et Romuald, il est passé chez elle. Jean-Louis a parlé à son ex-épouse de ce qu'il allait effectivement passer à l'acte. Jean-Louis travaillait effectivement ce jour-là, normalement. Il a pris son jour de repos. Il s'est dit que c'était ce jour de repos-là qu'il allait mettre en œuvre son projet criminel. Sur le coup, l'ex-femme de Jean-Louis ne le prend pas au sérieux. En perquisitionnant son domicile, les policiers vont mettre la main sur un certain nombre d'objets appartenant au quinquagénaire. Notamment des livres sur les crimes passionnels, ainsi que tout un matériel d'espionnage. Des éléments à charge qui agrémentent la thèse de la préméditation. Jean-Louis, depuis une quinzaine de jours, semblait obnubilé par l'idée d'éliminer son rival et a organisé l'après. Il a vidé son appartement, remis des objets qui lui étaient importants à son ex-compagne. Effectivement, on a l'impression qu'il fait le vide autour de lui pour, de toute manière, passer à l'acte. Toujours placé en garde à vue, Jean-Louis ne nie pas la préméditation, bien au contraire. Il raconte qu'il a déjà essayé, 6 mois auparavant, d'attenter à la vie de Romuald. Un jour, il était venu avec un fusil au centre technique pour tuer Romuald, déjà, à l'époque, en décembre. Et le fusil s'est enrayé, il n'a pas pu mener son assaut à terme. Lors de cette première tentative, Jean-Louis était resté dans sa voiture et aucun témoin ne l'avait vu. S'il apparaît clairement dans la procédure que le quinquagénaire a voulu tuer Romuald par pure jalousie, son mobile au sujet de l'agression de Marie semble plus flou. Jean-Louis a toujours dit, qu'il ne voulait pas la tuer, mais juste lui faire peur. Après, on peut s'interroger. Il l'attend avec un bâton et un fusil. Alors peut-être que le fusil était destiné uniquement à Romuald. Néanmoins, il lui tire dessus quand même, avec des balles réelles, et il lui tire dessus. Il ne tire pas à côté. Il y avait peut-être une volonté homicide aussi, mais ça lui appartient. Et la réalité de Jean-Louis n'est pas forcément notre réalité. Jean-Louis est-il alors responsable de ses actes? Des experts psychiatres, mais également des psychologues, comme Laurence François, ont rencontré à plusieurs reprises le tireur de longue vie. Alors la pathologie mentale dont il souffrait
incontestablement une paranoïa de crèche-mère. Dans la paranoïa, qui est une psychose, il y a un rapport au réel qui est défaillant et qui génère des interprétations délirantes et erronées. Si l'expert psychiatre a établi que Jean-Louis présentait une altération de son discernement au moment des faits, l'homme est néanmoins pénalement responsable de ses actes. Le 9 juin 2013, il est mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Alors, quelle sera l'issue du procès? Le quinquagénaire bénéficiera-t-il de circonstances atténuantes? Le 24 mars 2015, près de 2 ans après le meurtre de Romuald et l'attaque de Marie, le procès de Jean-Louis s'ouvre devant la cour d'assises de Dijon. J'attends du procès, c'est qu'ils prennent le maximum. Parce que bon, là, c'est pas un accident, c'est un meurtre. En plus, prémédité. Donc là, moi, je pensais qu'on allait avoir satisfaction. Pour Marie, ce procès symbolise la fin d'un chapitre et un premier pas vers sa reconstruction. J'ai qu'une envie, c'est en finir avec cette histoire. Pour moi, c'est une parenthèse dans ma vie qui me concerne, bien sûr, mais qui n'aurait jamais dû exister. J'ai peur de le retrouver devant mon portail. J'ai qu'une envie, c'est qu'il soit enfermé. Il faut savoir aussi que Jean-Louis a essayé de la maison d'arrêt de prendre contact avec elle. Donc elle a ressenti quand même encore de la peur, de la pression, de l'anxiété. Au terme des 3 jours d'audience, les jurés vont devoir trancher si l'altération du discernement de Jean-Louis constitue ou non une circonstance atténuante. Mais ce n'est pas tout. L'enjeu du procès, c'est de remettre finalement les choses à leur place, voir le déroulé, vraiment ce qu'il a fait, comment ça s'est produit. Il ne s'agit pas d'excuser, mais il s'agit de comprendre quel est l'enchaînement qui va mener finalement cet homme à tuer son collègue pour rien. Appelé à la barre, Jean-Louis revient sur cet engrenage de violence et cette haine mortelle qui a grandi en lui pendant 1 an. Une véritable épreuve pour les familles des victimes. On voit l'assassin. Donc déjà, c'est dur. Et après, quand on nous dit comment ça s'est passé, tous les faits, la balistique, quand il vous détaille tout, c'est très éprouvant. Jean-Louis s'exprime franchement et n'occulte aucun détail. Il ne veut pas baisser la tête en permanence parce qu'il pense qu'il faut effectivement regarder aussi les victimes en face, mais il les regarde de telle manière que ça fait plus peur qu'autre chose, quoi. Il a dit qu'il regrettait, mais sans conviction, quoi. On a refusé son pardon, ma famille. Le 26 mars 2015, Jean-Louis est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, assorti d'une période de sûreté de 15 ans et de soins médicaux. Les jurés ont suivi les réquisitions de l'avocat général qui avait demandé à ce que soit prise en compte l'altération du discernement. Je voulais 30 ans. Parce que 20 ans, il va faire 12 ans. Et après, il recommencera. Aujourd'hui, plus de 5 ans après les faits, les proches de Romuald n'arrivent toujours pas à accepter son absence et tentent, comme ils le peuvent, d'honorer sa mémoire. Je vis, je survis, mais je ne pourrai jamais faire le deuil. C'est un truc qu'on ne peut pas
ne peut pas faire un deuil. On perd quelqu'un d'une maladie, on fait le deuil. Mais d'un assassinat, on ne fait pas le deuil. Accompagnée par des psychologues et après un long travail de reconstruction, Marie a, quant à elle, réussi à tourner définitivement la page. Franchement, j'y pense plus beaucoup. Mais non, je fais en sorte de ne plus y penser. J'ai un nouveau compagnon. Franchement, je pense plus à cette histoire. Elle m'est sortie de la tête. Nous sommes à Saint-Aignan, dans le département de l'Yonne. Cette bourgade rurale de seulement 1000 habitants se situe à la lisière de la Bourgogne et de l'Île-de-France. C'est un beau village, c'est un village intéressant et agréable à vivre. Parce que du fait de son positionnement, c'est un village où il fait bon vivre et le bien vivre à Saint-Aignan est reconnu depuis très longtemps. Mais à l'été 2012, un événement aussi tragique qu'inattendu va rompre la sérénité des lieux. Ce 22 août, alors que la canicule frappe le village, les enfants de Muriel, une habitante de 78 ans, essaient de la contacter. Malgré plusieurs tentatives, la doyenne de la famille ne répond pas. 2 employés municipaux avaient été sollicités par la famille qui s'inquiétait du fait que la personne âgée ne répondait pas. Donc comme la famille s'était inquiétée, ils avaient demandé donc aux employés municipaux de passer pour vérifier si tout allait bien. Sur place, devant le pavillon de la septuagénaire, les 2 agents remarquent quelque chose d'anormal. Les 2 employés municipaux qui s'étaient déplacés sur les lieux ont tout de suite constaté qu'il y avait un commencement de foyer d'incendie. Les agents de la mairie sonnent et toquent sans relâche, mais aucun signe de Muriel. Inquiets, ils décident d'alerter les pompiers. Quelques minutes plus tard, à 15h34, la brigade d'intervention de Villethierry arrive sur place. Les pompiers sont venus, ont enfoncé la porte et ont vite compris qu'il y avait une situation totalement anormale à l'intérieur. La personne âgée est retrouvée donc décédée, allongée sur le sol de sa chambre. Il n'y avait pas d'autres éléments significatifs, si ce n'est que ce corps portait manifestement des traces de coups. Alors, que s'est-il passé dans ce pavillon? Muriel a-t-elle été victime d'un rôdeur? Que va révéler la suite de l'enquête? Après la découverte du corps sans vie de Muriel, la section de recherche de Dijon est saisie de l'affaire. Sur place, les gendarmes gèlent ce qui s'apparente déjà à une scène de crime. Le corps de Muriel, cette dame âgée, est retrouvé, c'est certain, parce que je me suis rendu sur place, dans sa chambre. Elle se retrouve allongée par terre à côté du lit. Sur le corps, on a effectivement plusieurs traces qui sont révélées, plusieurs contusions qui démontrent qu'elle a été appréhendée de force. On a également une petite trace qui pourrait être une petite trace de brûlure qui a été localisée au niveau du cou. La victime a sans aucun doute été étranglée. Mais qui a bien pu s'acharner et tuer cette septuagénaire? Toutes les pistes sont ouvertes. Aucune trace d'effraction dans la maison, ce qui laisse à penser que la victime soit connaissait son agresseur ou qu'elle l'a laissé entrer sans se méfier. À la recherche du moindre indice, les enquêteurs de la section de recherche de Dijon fouillent la maison de Muriel. Après vérification, ils réalisent qu'un certain nombre d'effets personnels de la victime ont disparu.
Des bijoux sans véritable valeur d'ailleurs, hein, des bijoux qui lui appartenaient mais qui n'avaient pas de valeur véritable. Quelques documents également vont être recensés comme ayant été dérobés, notamment des documents personnels qui appartenaient à son mari, et puis surtout quelques photos, des cadres avec des photos de famille qui sont également subtilisées. Les enquêteurs ont le sentiment que l'auteur des faits semblait savoir précisément où se trouvaient les objets dérobés. Connaissait-il alors sa victime? L'autre élément qui interroge les gendarmes est ce départ d'incendie au niveau de la porte d'entrée. Les enquêteurs vont se concentrer sur ce foyer d'incendie, hein, ce commencement d'incendie. Ils vont rapidement être convaincus parce qu'il y a une odeur caractéristique de carburant que, en réalité, cet incendie a été déclenché. Pour les gendarmes de la section de recherche, il paraît évident que le meurtrier a tenté de masquer son crime en mettant le feu à la maison. Mais à ce stade, les enquêteurs ignorent encore pourquoi l'incendie n'a pas pris. Afin d'obtenir des réponses précises sur les circonstances du décès, ils misent sur les conclusions du médecin légiste. L'autopsie conclut à l'existence d'une manœuvre de strangulation et également l'existence d'une trace au crâne, portée avec un objet contondant. Et également est relevée à l'autopsie une petite marque qui pourrait correspondre à une petite brûlure, fait par exemple à l'aide d'un pistolet électrique type taser, et que l'on trouve au niveau du thorax. On a le sentiment d'un acharnement sur la victime. Alors, qui était cette femme de 78 ans? Les enquêteurs vont-ils confondre l'auteur de ce crime abject? À Dijon, les gendarmes veulent savoir si la victime avait des ennemis connus. Pour cela, ils décortiquent la vie de Muriel. C'était une ancienne employée de la SNCF, décrite par tous comme discrète. Elle avait perdu son mari 4 ans auparavant, en 2008. C'était une femme qui était relativement solitaire, dans ce village assez paisible. Elle n'avait que peu de rencontres, peu de relations, semble-t-il, dans ce village. C'était une dame plutôt paisible, qui n'avait jamais fait parler d'elle, qui était à la retraite, effectivement, et qui avait des liens familiaux, mais qui menait une vie paisible comme beaucoup de personnes. Si les différents témoignages n'apportent rien de probant pour l'enquête, la psychose s'empare peu à peu de la commune de Saint-Aignan. Les gens, ce qui se posent comme question tout de suite, est-ce que ça va pas se refaire ailleurs? Est-ce que ça va pas continuer? On n'était pas non plus à l'abri d'un rôdeur, d'une personne de passage qui serait rentrée, qui aurait pu tromper la vigilance de cette dame âgée. Il est 21h45, le 22 août 2012, lorsque les gendarmes de Provins, à 40 km de Saint-Aignan, reçoivent une visite pour le moins inattendue. Celle de Pierre, le petit-fils maternel de Muriel. Le jeune homme de 20 ans leur fait alors des révélations inimaginables. Le petit-fils, effectivement, se présente à la gendarmerie de Provins et va donc expliquer qu'il est à l'origine du décès de sa grand-mère. Les gendarmes sont surpris parce que effectivement la personne se livre et je ne pense pas qu'ils s'attendaient à ce que quelqu'un se livre aussi rapidement. Immédiatement après ses aveux, Pierre est envoyé et placé en garde à vue à la brigade de recherche d'Auxerre afin d'y être plus longuement entendu. Face aux enquêteurs, le meurtrier présumé est loin de faire profil bas. Il a une image très sombre de cette grand-mère, mais une image qu'il s'est forgée de lui-même, qui ne repose sur rien de concret. Il l'a décrit comme une femme extrêmement sournoise, agressive, manipulatrice. Un événement survenu en 2008 serait d'ailleurs à l'origine de leur rapport chaotique.
C'est une relation très très conflictuelle entre Pierre et sa grand-mère à partir du moment où son grand-père disparaît et qu'en effet il est empêché, pour des raisons qu'on ne saura jamais vraiment en réalité, il est empêché d'assister à ses obsèques. Suite au décès de son mari, Muriel s'installe chez sa fille et son petit-fils Pierre, alors âgé de 17 ans. Une cohabitation de 6 mois, très mal vécue par le jeune homme. Ça s'est pas très bien passé manifestement. Il y a eu quelques conflits. Donc ça aussi, à mon avis, ça a dû contribuer à nourrir du ressentiment à l'égard de la grand-mère. Cette ambiance conflictuelle a également des répercussions sur Pierre et sa mère. Alors qu'ils étaient jusque-là fusionnels, leur relation se dégrade peu à peu. Encore plus lorsque le jeune homme se laisse aller à des confidences. Il y a un élément qui va disloquer un peu cette cohésion familiale, c'est qu'il apprend à sa mère qu'il est homosexuel, ce que semble-t-il elle a mal vécu. Ils se sont un petit peu rejetés par sa mère. En 2010, la mère de Pierre perd tragiquement la vie dans un accident de voiture. Éprouvé psychologiquement, il peine à surmonter cette disparition et à se construire en tant qu'homme. Il a réussi à passer un CAP, mais il est dans des petites missions d'intérim qu'il interrompt très rapidement. Et c'est vrai qu'il se trouve au moment des faits dans une espèce d'errance professionnelle. Il consomme du cannabis. D'ailleurs, de mémoire, il a été placé sous contrôle judiciaire pour un trafic de stupéfiants. Sans emploi et sans revenu, Pierre aurait-il tué sa grand-mère pour un motif crapuleux? Une perquisition est alors menée au domicile du petit-fils situé à Laval-en-Brie, à 20 km du pavillon de Muriel. Pierre, à l'époque, vit seul dans la maison donc, de sa mère. Et on retrouve dans un sac les bijoux qui ont été dérobés chez sa grand-mère et quelques documents administratifs, et notamment celui qui a une valeur un petit peu sentimentale pour lui, la carte SNCF de cheminot de son grand-père. Nous avons également découvert, outre les bijoux, dans le même sac, donc un pistolet taser. Interrogé par la brigade de recherche d'Auxerre sur les raisons qui l'ont poussé à commettre l'irréparable, Pierre relate un événement survenu la veille du meurtre. Il se rend pour la première fois depuis de longs mois sur la tombe à Saint-Aignan de sa mère, et là il était exaspéré de voir sur la pierre tombale des décorations qui le mettent en furie. Des objets funéraires qu'aurait déposé sa grand-mère, ce qu'il ne supporte pas, parce qu'il estime que sa mère lui appartient en quelque sorte, et la grand-mère n'a pas à s'insérer, à s'immiscer dans son histoire. Fou de rage, le jeune homme décide d'avoir une discussion avec sa grand-mère, qu'il n'a pas vue depuis près d'1 an. Il en ressort finalement convaincu, persuadé qu'elle se moque de lui, qu'elle joue un double rôle, qu'elle a voulu le rassurer, mais qu'en fait elle est cette vipère qu'il va ensuite citer dans ses dépositions devant les policiers. Les explications décousues de Pierre laissent perplexes les enquêteurs. Pourtant, le suspect numéro 1 de cette affaire va faire une nouvelle révélation de taille. Un des points de basculement de ce dossier, c'est qu'on comprend tout de suite qu'il n'a pas agi seul. Alors, sur un plan très pratique, il n'a pas le permis de conduire, donc il ne pouvait pas se déplacer entre Laval-en-Brie et Saint-Aignan. Mais au-delà de ça, on comprend qu'il a été le chef d'orchestre, le commanditaire, mais qu'il était également présent au moment de l'assassinat et qu'il a fédéré autour de lui 2 personnes. Alors, qui sont les éventuels complices de Pierre? Pour quelles raisons ont-ils participé à cet assassinat? Le petit-fils de Muriel fera-t-il d'autres déclarations choc? Le 23 août 2012, à Auxerre, les enquêteurs de la brigade de recherche décident d'interpeller sans plus attendre Maxime et Julien, les complices présumés de Pierre. 2 personnes sans histoire sur un plan judiciaire, 2 jeunes qui ont un parcours extrêmement lisse. Maxime était issu d'une famille assez modeste mais travailleuse.
Julien a un parcours classique des parents qui travaillent. Il suit les pas de son père qui a été un temps militaire. Il va lui-même s'engager, mais il va revenir de cette expérience, notamment à Djibouti, extrêmement humilié et brisé par ce qu'il y a vécu. Tandis que Maxime et Julien sont à leur tour placés en garde à vue, les gendarmes bourguignons tentent de définir le rôle exact de chacun. Au cours de nouvelles auditions, les enquêteurs découvrent que la veille du drame, le 20 août 2012, Pierre a réuni ses deux amis chez lui. Après leur avoir exposé son funeste projet, ils se sont tous trois donné rendez-vous le lendemain. Julien s'en est tenu à un rôle de logistique. Il était le seul à avoir le permis, donc il a conduit les deux autres jusqu'au domicile de la victime. Accompagné de Maxime, Pierre sonne à la porte d'entrée de sa grand-mère, qui ne se doute de rien. La victime ouvre, apparemment les accueille à bras ouverts, sans comprendre qu'il ne lui reste que quelques secondes à vivre. Et rapidement, sur un signe de tête que va lui faire le petit-fils, Maxime va donner un coup de taser à la victime. Un coup de taser qui était censé être fatal, mais la victime en fait ne succombe pas. Maxime pense que le projet est avorté, mais Pierre insiste. Il doit aller jusqu'au bout. C'est l'exécutant. L'exécutant effectivement assez servile, mais terriblement efficace, puisqu'il va, alors qu'il a les mains sur la gorge de la victime, se relever en lui disant « je n'y arrive pas ». Et le petit-fils lui tend une barre de fer en disant « continue », ce qu'il va finalement accomplir. Muriel, 78 ans, succombe à cette violence inouïe. Alors que les trois amis avaient prévu d'incendier la maison, afin de masquer toute trace de cet assassinat, un imprévu vient écorner le plan de Pierre. Ils se sont trompés de carburant en fait. Ils ont utilisé du gasoil qui est inflammable à une température beaucoup plus élevée que l'essence, ce qui explique que le feu ait simplement noirci l'habitation. S'ils avaient pris de l'essence, il ne resterait rien, sans doute, ni de l'habitation, ni du corps de cette dame âgée. Face à ces aveux, les enquêteurs sont déconcertés. Pourquoi trois jeunes se retrouvent-ils au cœur d'un crime sordide? Et surtout, pourquoi Julien et Maxime ont-ils suivi leur ami Pierre? L'un des deux va dire qu'il a subi des menaces pour qu'il vienne donc sur les lieux du crime et participe activement à sa réalisation. Mais il n'y a pas uniquement que les menaces. Pierre avait une certaine influence, il était écouté, c'était un peu un leader. Ce leadership a joué pour que le petit-fils puisse demander à ses deux amis de participer activement à ce crime. Alors, Pierre a-t-il réellement menacé ses deux complices? Quel est le véritable mobile de ce crime? Que vont révéler les analyses des experts psychiatres? À la brigade de recherche d'Auxerre, les enquêteurs essaient toujours de comprendre comment Pierre a pu devenir la tête pensante de cet assassinat. On a le sentiment pendant cette garde à vue que le motif crapuleux, c'est-à-dire l'objectif pécunier, est un peu minoré dans les explications données par le garde à vue. Donc il met en exergue un problème d'antagonisme. À nouveau interrogé sur le mobile du crime, Pierre assure que c'est bien la discussion qu'il a eue avec Muriel, sa grand-mère, au sujet de la tombe de sa mère, qui l'a poussé à agir ainsi. Dans une logique de vengeance, il s'est senti offensé, quasiment humilié par cette situation, convaincu qu'il a en face de lui quelqu'un qui le manipule, et il est dans une logique affichée, revendiquée, de vengeance. Dans son discours, il n'émet effectivement aucun regret, aucun remords. Il explique que c'est ce qu'elle méritait, parce qu'il estime que sa grand-mère est la source de tous les malheurs. Le 24 août 2012, les trois amis sont mis en examen. Le petit-fils est le conducteur pour complicité d'assassinat. Maxime, lui, pour meurtre avec préméditation.
Placé en détention provisoire, Pierre rencontre à plusieurs reprises des experts psychiatres. Leur rapport fait état d'une personnalité complexe et très perturbée. Dès le décès de sa mère, il y a eu des signes de fragilité psychologique chez Pierre. Il y a eu aussi pas mal de choses, on va dire, personnelles sur le plan de la sexualité, qui étaient difficiles aussi peut-être à assumer. Et ce jeune, en fait, vit dans une forme d'isolement, il vit reclus, comme on l'a évoqué, dans une forme d'incurie. L'appartement, la maison est très sale, lui-même se néglige. Il est en train de basculer du monde réel au monde de la schizophrénie, en fait. Si Pierre n'a jamais été diagnostiqué schizophrène, les experts relèvent cependant une légère altération du discernement qui a pu alimenter sa haine à l'encontre de sa grand-mère. Les gendarmes apprennent également que les problèmes psychologiques du jeune homme remontent à l'adolescence. Ce qui caractérise quand même Pierre, c'est que dès ses 15 ans, certains signes avant-coureurs laissaient à penser qu'il avait un équilibre psychologique ou psychiatrique instable. Cette instabilité va d'ailleurs s'illustrer au cours de sa détention provisoire. Pierre exprime des idées suicidaires et se scarifie les bras en cellule. Il y a eu une décompensation et que celui-ci était finalement placé dans un hôpital sécurisé mais pour détenus, mais un hôpital psychiatrique. On comprendra du coup pourquoi il y a cette personnalité froide, qui semble froide, dénuée de tout remords. Mais c'est ce qu'il exprime effectivement parce qu'il se sent légitime en réalité dans son acte. Alors, ce crime aurait-il pu être évité? Comment se déroulera le procès d'assises? Pierre bénéficiera-t-il de circonstances atténuantes? Le 24 novembre 2015, plus de 3 ans après le meurtre de Muriel, le procès de Pierre et de ses 2 complices s'ouvre devant les assises de Lyon. La salle était pleine, effectivement, c'est une affaire qui localement avait suscité un certain émoi et donc un intérêt lors des assises. Si Pierre s'est livré spontanément aux gendarmes et a avoué son crime, le mobile de l'assassinat reste encore obscur. L'enjeu de cette audience semble alors évident. C'était de comprendre les raisons de ce passage à l'acte et puis de cette trahison ultime d'avoir finalement un meurtrier et qui est le petit-fils, celui que vous accueillez chez vous, que vous avez vu grandir au fil des années. Il est tout juste 9 h, ce premier jour de procès, lorsque Pierre apparaît dans le box des accusés aux côtés de Maxime et de Julien. Âgé de 23 ans, le petit-fils de la victime est méconnaissable. On verra comparaître quelqu'un en jogging, pas coiffé, la barbe pas coupée, pas taillée, pas rasée. Quelqu'un qui véritablement faisait cette fois plus que son âge et qui avait perdu véritablement de son éloquence. Déjà sujet à des troubles psychologiques avant sa détention, Pierre n'est plus que l'ombre de lui-même. Visiblement, et c'est un constat qui sera fait par les uns et par les autres, il prend un traitement antipsychotique assez lourd, donc il s'exprime de manière un peu pâteuse, l'élocution est assez lente, et on sent qu'il est un petit peu hagard, qu'il a du mal à suivre et à interagir avec les différents intervenants. Lui qui voulait auprès de ses amis toujours paraître comme le guide, là il avait vraiment perdu de sa superbe. Malgré cette attitude déconfite, la défense du petit-fils reste inchangée. Il gardera cette position de dire que sa grand-mère était la source de toutes les souffrances et que c'est simplement dans ce but-là qu'il voulait éliminer, puisque c'est les termes qu'il emploiera, hein, qu'il voulait éliminer sa grand-mère. Après Pierre, c'est au tour de ses 2 complices d'être appelés à la barre. Si Julien, le conducteur, comparaît libre et semble avoir un rôle moindre dans cette affaire, Maxime, lui, le bourreau de Muriel, risque la perpétuité. Coûte que coûte, il tente de se faire passer pour une victime. Sa défense consiste à dire qu'il a été manipulé
par Pierre, une sorte de marionnettiste qui aurait tiré les fils de la peur. Voilà. Ça, c'est sa version, c'est son bloc de défense. D'ailleurs, ce sera le même pour Julien, de considérer que Pierre est celui qui a organisé, façonné, ce qui est vrai, bien sûr, ce passage à l'acte. Mais ces explications laissent perplexe la cour d'assises de Lyon. Ils oublient de faire état de cette fascination, presque de cette adoration qu'ils ressentent. Donc il y a une part d'ombre beaucoup plus importante qu'ils ne veulent bien l'admettre, qui a joué un rôle dans ce passage à l'acte. Le 27 novembre 2015, après 5 jours de procès, le tribunal d'Auxerre rend son verdict. Pierre va être condamné à 15 ans de réclusion criminelle avec un suivi socio-judiciaire, c'est-à-dire une mesure de soins qui prendra effet à sa libération. L'assassin, Maxime, lui, est condamné à 12 ans de réclusion criminelle et le chauffeur est condamné à une peine de 6 ans d'emprisonnement. Si l'altération du discernement a été prise en compte, le petit-fils écope d'une peine plus lourde que Maxime, le meurtrier. La cour d'assises a estimé en partie que cette maladie existait. C'est pourquoi ils l'ont condamné à 15 années de réclusion criminelle. Mais ils ont quand même considéré que l'acte était d'une gravité, et ce qui était vrai, une gravité assez hors norme, et que c'est la raison pour laquelle les 15 années ont quand même été prononcées. À Saint-Aignan, personne n'a oublié Muriel, cette voisine discrète qui profitait d'une retraite paisible. Famille, amis ou simples habitants de la commune, tous ont le sentiment que cet assassinat au mobile dérisoire aurait pu être évité. C'est un beau gâchis parce qu'on se rend compte que la rencontre de ces 3 personnalités à ce moment-là a engendré le malheur, que bien évidemment une personne est décédée, causant des douleurs irréparables auprès des proches, mais que également 3 vies de jeunes garçons ont été également brisées.